Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Myriam Rignol. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes violiste et je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque consacré à Marin Marais. C'est presque un pléonasme de recevoir une violiste avec un disque consacré à Marin Marais. Tout à fait vrai. Et donc, j'ai le plaisir de vous recevoir à propos de ce disque où vous êtes aux côtés de, alors comme on dit, complices de l'ensemble Les Timbres, à savoir Yoko Kawakubo au violon et Julien Wolf au clavecin. Donc l'ensemble Les Timbres qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant. Exact, ouais. Et j'avais eu le plaisir de recevoir Julien Wolf à plusieurs reprises, notamment pour un disque couperin absolument merveilleux que vous aviez enregistré il y a quelques années. Et votre précédent disque était consacré à Buxtehude. Exact. À chaque fois, vous cherchez un projet très singulier, très différent du précédent. Parce que pour le moment, ce sont des monographies qui sont consacrées à des compositeurs, mais c'est à chaque fois un compositeur différent, Myriam Rignol. Oui, je crois qu'on aime s'immerger dans un univers et que du coup, on prend le temps de le faire un peu comme un quatuor le ferait. Donc on vit avec la musique quelques années avant de passer à la réalisation d'un enregistrement, ce qui nous permet une véritable approche presque épidermique de l'œuvre du compositeur en question. Oui, parce que stylistiquement, quand même, quand on passe de Couperin à Buxtehude en passant par Froberger et Marin Marais, c'est quand même des compositeurs très éloignés les uns des autres. D'où le temps nécessaire pour s'approprier vraiment leur œuvre de l'intérieur. Par exemple, la gamme de Marin Marais est une œuvre qu'on a jouée pendant une douzaine d'années avant de la graver sur disque. Alors cette œuvre, elle est absolument sublime, on va en parler. La gamme, puisque ce disque qui est paru pour le label du Château de Versailles Spectacle, un magnifique label, avec chaque fois une présentation, une iconographie magnifique. Vous aviez fait paraître, vous, dans cette collection, votre disque des 6 suites de Bach à la viole. Myriam Rignol, on va en parler. C'est un enregistrement aussi époustouflant. Et donc, ce disque, il y a 3 œuvres, la gamme, et puis la Marésienne. Et puis cette œuvre absolument extraordinaire qui est, alors comme on pourrait dire, le tube de Marin Marais, la sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont de Paris, on va en parler, qui est en 8 minutes une condensation de tout le génie de ce compositeur. Absolument. Et donc cette œuvre qui termine ce disque que vous avez consacré tous les 3 à Marin Marais, c'est un disque que vous avez enregistré dans la salle des actes du collège Victor Hugo de Besançon. Exact. Oui. Vous êtes liés, vous, à cette ville Oui, on s'est retrouvés à être assez liés, Yoko, Julien et moi, à la Franche-Comté, pour des raisons sensibles. On y a développé un partenariat avec le festival Musique et Mémoire, qui est en Haute-Saône, dans lequel on a été en résidence pendant 6 ans et grâce à qui on a fait beaucoup d'interventions de médiation culturelle pour ouvrir la culture et en particulier la musique et encore plus précisément la musique ancienne à un public toujours plus large et toujours plus enthousiaste. Mais oui, je suis impressionné parce que j'assiste parfois à des concerts où il y a des violistes, des ensembles baroques avec des musiques chambristes quand même qui demandent une intensité d'écoute particulière et les gens sont captivés. Et enfin, c'est dû à votre jeu, aussi à la musique, mais il y a quand même quelque chose de très particulier qui se passe, qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres concerts, Myriam Rignol. On a l'impression que d'assister à des concerts avec vos instruments, ça impose d'emblée une écoute particulière. Oui, c'est sûr qu'il y a une forme d'écoute qui est forcément fine, du fait qu'on va demander à l'auditeur de venir vers nous. Oui, parce que vous avez des instruments qui ne sont pas conçus pour les salles de concert actuelles. Oui, pas pour des immenses espaces. Et donc, ils travaillent beaucoup sur la finesse, le détail d'articulation. Et donc, l'auditeur va avoir envie de pencher l'oreille, prêter son attention pour saisir toutes ces subtilités, comme si là je vous parle à vous et vous êtes en face et vous entendez ma voix, mais vous voyez aussi mon visage, ce que n'ont pas la chance d'entendre nos auditeurs, et ça change tout. Et donc dans cette musique-là, chambriste, il y a tous les aspects qui rentrent en jeu. Oui, et puis aussi l'aspect visuel de vos instruments.
Je pense, oui. Le viol de gambe, depuis quelque temps, c'est un instrument redevenu familier des auditeurs et des spectateurs, mais c'est quand même pas un instrument commun. Ah non, oui, c'est un instrument très visuel aussi, très, très beau. Je pense que d'ailleurs, si j'ai commencé la viole au début, c'était autant pour le son, quand j'étais toute petite, que pour l'aspect visuel de l'instrument. Oui, alors je suis toujours frappé quand je reçois des instrumentistes comme vous qui disent quand j'étais toute petite, j'étais fasciné par ces instruments. C'est pas évident, on peut être fasciné par le piano ou par le violon parce qu'on peut les croiser plus facilement, mais la viole de gambe, Myriam Riol, c'est des circonstances particulières. Mon histoire, elle n'est pas très, très particulière parce que mes deux parents sont musiciens professionnels et je suis l'aînée d'une fratrie de musiciens aussi. On est 4 et sur les 3, on est 3 musiciens professionnels. Et un lieutenant-pompier, cherche l'erreur. Oui, alors on va pas la chercher parce que je voudrais pas commettre un acte. Ah non, pas du tout. En plus, il fait aussi ça comme passion, donc c'est vraiment dans la même lignée finalement. Oui, alors qu'un musicien en général n'est pas lieutenant-pompier par passion. On oui, peut pas faire ça en amateur. Exactement. Mais donc mes parents m'ont fait jouer de leurs instruments, la flûte et le piano, et à 6 ans, ils m'ont proposé éventuellement de choisir un instrument plus personnel, et ils m'ont emmené dans différentes classes du conservatoire à Perpignan où ils enseignaient, et il y avait un professeur de viol de gambe, et ça a été assez évident que c'était l'instrument que je voulais faire, et je me pose toujours la question maintenant si j'ai pas voulu faire ça aussi pour que ça soit bien éloigné de la pratique de mes parents qui était très classique. Et donc cet instrument, il est en rapport avec une période bien précise, puisqu'il a disparu de la scène. Au mi-temps du XVIIIe siècle Oui, c'est ça, à la fin du XVIIIe siècle. Alors, vous avez enregistré, on va faire juste un petit écart, on va quitter Marin Marais un instant, Myriam Rignol, parce que vous aviez enregistré il y a quelques années pour ce même label du Château de Versailles, une intégrale magnifique, je le disais, des suites de Bach pour violoncelle. Alors, Bach, c'est quand même très particulier, parce qu'on trouve dans les passions, dans les cantates, des airs de viol de gambe absolument sublimes. Enfin, on n'imagine pas une passion de Bach sans des passages à la viole de gambe. Il a laissé un héritage extraordinaire, mais il n'a pas composé pour votre instrument seul. Et non, il n'a pas composé pour la viole de gambe seul. Mais c'est étonnant parce que justement, il exprime son amour de cet instrument dans des œuvres orchestrales et il ne lui a pas consacré des œuvres solistes. C'est très étonnant, d'autant plus que les œuvres qu'il a composées pour le violoncelle sont les œuvres les plus françaises de son répertoire, des suites de danse. Et il choisit un instrument plutôt avec une signature italienne. Donc c'est un homme de paradoxe, c'est pas un secret. Un génie de paradoxe Bach. Oui. Et alors votre intégrale, elle est extraordinaire. Ça a demandé un travail énorme de jouer ces œuvres. Je pense que je mesurais pas le travail que cela demandait quand je me suis lancée dans le projet, et tant mieux parce que sinon il est possible que ça m'eût fait trop peur. Et alors expliquez-nous un peu, pour nous les profanes, le travail d'adaptation, c'est comme on dit, c'est pas transcription, c'est adaptation du violoncelle vers la viole de gambe. Oui, en fait, j'ai surtout réalisé ce que je vais appeler une transposition en choisissant la tonalité qui me semblait la plus adaptée pour la viole, parce que mon idée de base n'était pas vraiment d'en faire une transcription. Vous connaissez sans doute la merveilleuse version de Paolo Pandolfo, où c'est vraiment pour le coup très très idiomatisé pour la viole de gambe. Et moi j'avais envie d'une approche beaucoup plus simple, juste de jouer la musique sur la viole, et du coup de pouvoir faire aussi sonner le caractère dansé de tous ces mouvements de manière plus fluide que sur un violoncelle, parce que c'est quand même un instrument où l'harmonie est plus facilement réalisable, techniquement plus facile que sur un violoncelle, et aussi parce que le répertoire de danse, c'est un répertoire avec lequel on vit quand on est violiste. Donc c'est un peu ces deux optiques qui m'ont menée dans mon travail. Donc j'ai commencé par lire le répertoire dans la tonalité d'origine, et ensuite par réfléchir si je privilégiais la chanterelle, donc la corde la plus haute, puisque ça donne toujours un éclairage très particulier à la musique, ou bien si je privilégiais d'autres cordes à vide. Et voilà, j'ai fait des choix qu'il fallait faire, et je suis heureuse qu'il me plaise. Nous, on est aussi heureux que vous ayez fait ces choix. Myriam Rignol, juste ce disque, la gamme, donc un des 3 chefs-d'œuvre de ce disque, cette œuvre de Marin Marais, aux côtés d'autres musiciens de l'ensemble Les Timbres, il est marqué que le clavecin de Julien Wolf, c'est un clavecin
fait en 2009 une copie Ruckers, un clavecin de 1624, donc un peu antérieur à la période de composition de ses œuvres. Et votre instrument à vous alors, Myriam? Alors, mon instrument à moi est en fait une copie de la viole faite par Michel Colichon en 1683 qui est conservée à la Cité de la Musique en pièces détachées, ce qui est très pratique pour la copier. Et elle a juste été un tout petit peu adaptée à ma petite taille. Mais vos petites tailles, ça c'est un passage que je ne partagerai pas. Mais en tout cas, on revient à cet instrument. Oui, on trouve encore des viols de gambe originelles ou il n'y a quasiment plus possibilité d'en trouver? Il reste évidemment des instruments originaux qui sont principalement dans les musées et certains musiciens en ont, comme Jordi Savall ou Philippe Pierlot. Qui a été votre maître, je crois. Oui, exactement. Oui. Ou Josh Cheatham. C'est une grande responsabilité d'avoir comme ça le gardiennage, le compagnonnage d'un instrument qui nous relie directement avec l'histoire. Mais c'est toujours une source d'enrichissement incroyable quand on a l'occasion de jouer ces instruments anciens. Et donc les luthiers qui conçoivent aujourd'hui des viols de gambe ne sont pas très nombreux. Je vois toujours les mêmes noms apparaître. Oui, vous avez raison. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont passionnés, passionnants et ils travaillent formidablement bien. Donc, mais ils ont dû faire un retour aux sources. Oui, ils ont dû faire des recherches un peu comme nous, musiciens, avons dû faire des recherches pour exprimer au mieux cette musique. Eux aussi ont dû faire des recherches pour exprimer au mieux ces instruments. Et puis... comme dans les musiciens, il y a aussi une génération de jeunes luthiers qui bénéficient aussi des recherches des générations précédentes. Oui, parce que vous appartenez à une génération, Myriam Rignol, qui est venue après tous ces explorateurs. Vous parliez de Jordi Savall ou d'autres. Ah ben complètement, je vous entendais dire oui, donc la viole de gambe et le répertoire spécifique. En fait, moi, quand j'ai choisi la viole de gambe, j'ai uniquement choisi l'instrument. Et après, oui. 10 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me cantonnait, soi-disant, à seulement 5 siècles de répertoire. Avant, ça va quand même. Mais voilà. Et il y a aujourd'hui de la littérature contemporaine pour la viole de gambe. Vous en interprétez ou oui, alors, oui, avec grand plaisir. Et vous avez pu commander des œuvres ou alors vous jouez des œuvres qui ont été commandées par d'autres et les compositeurs acceptent volontiers ce défi parce que pour eux, ça les fait composer pour un instrument qu'ils n'ont pas forcément étudié. Alors je crois que la viole de gambe est plutôt un instrument qui inspire les compositeurs d'aujourd'hui. De par son côté un peu mystérieux, magique, et aussi de par ses possibilités quand même assez nombreuses de couleurs, de timbres. Alors ce disque de Marin Marais, la gamme Marin Marais, donc qui était lui-même un violiste, donc qui vous laisse un héritage, je sais plus combien d'œuvres. 5 livres pour la viole de gambe. C'est considérable. Et ça veut dire que c'est une musique qui coule sous les doigts, ou qui a une difficulté technique très importante, mais on sent bien que c'est écrit par quelqu'un qui maîtrisait parfaitement l'instrument. Oui, c'est vraiment très idiomatique, c'est très agréable à jouer. Et on se sent accompagné aussi dans cette musique, un peu contrairement à Forqueray, avec qui je viens de passer un grand moment, où on sent qu'il veut faire partager sa musique, Forqueray, mais aussi avec toute la difficulté qu'il y a à l'intérieur. Parce que lui, excusez-moi de vous interrompre, Forqueray, lui, il était clavecинiste. Non, il est violiste aussi. Il est violiste aussi, excusez-moi. Un moment d'égarement, Myriam Rignol. Non, aucun problème. Et donc c'est écrit très différemment quand même. C'est écrit très différemment et à l'époque, on les comparait en disant que l'un jouait comme le diable, Forqueray, et l'autre comme un ange, Marin Marais. Et on le retrouve, on le sent dans leur littérature et dans la manière dont ils ont décidé de graver leur œuvre. On sent Marin Marais avec nous, en train de nous accompagner, et Forqueray un peu plus distant, en train de nous juger presque.
Et donc vous interprétez ces 3 œuvres. Alors cette gamme en forme de petit opéra, je crois que c'est une œuvre qui a composé Marin Marais 2 ans avant sa mort, qui commence par Do avec bien sûr la gamme, comme ça porte si bien son nom, et en forme de petit opéra, et c'est une œuvre où les voix ne sont pas requises. Exactement. Et on sait pourquoi ça s'appelle en forme de petit opéra alors Alors à l'époque, un petit opéra, ça pouvait aussi dire un joli bazar, mais je ne sais pas si c'est pour ça. C'est aussi sans doute parce que c'est une musique qui est très très descriptive, qui change de tableau sans cesse, qui alterne les moments de passion, les moments de danse, les moments de plainte, les moments de tristesse intense, les quasi-sommeils. Et moi, je pense que quand même ça fait référence aux tragédies lyriques, aux opéras. Et qu'on a la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de chanteur, donc en fait d'avoir une narration beaucoup plus libre. Chacun peut y entendre l'histoire qu'il veut, qui peut être différente à chaque fois qu'il a l'occasion d'entendre cette œuvre, ce qui est quand même génial. Oui, mais toutes les 3 œuvres que vous interprétez sur ce disque sont absolument géniales, aux côtés des autres musiciens de l'ensemble Les Timbres, Julien Wolf au clavecin et Yoko Kawakubo au violon. C'est une œuvre très très virtuose, non ? Parce que ça n'arrête pas de changer, comme vous le disiez, l'atmosphère. Je crois qu'il y a 45 sections dans cette œuvre. Oui, c'est vraiment une œuvre extrêmement difficile pour avoir une unité architecturale cohérente et des moments extrêmement colorés aussi. Et puis, comme vous dites, on n'arrête pas pendant 45 minutes. Mais c'est une œuvre donc, écrite pour le violon, la viole et le clavecin, ce qui est une forme assez rare dans la composition. La forme en elle-même est assez rare, l'instrumentation. Et puis 45 minutes non-stop, c'est inouï pour un trio. Ouais, c'est épuisant. Vous pouvez le jouer en concert, ça ? On peut le jouer en concert. C'est un défi trop important ou non Au début, c'était pas forcément nos meilleurs concerts parce qu'il faut s'habituer un peu comme un marathonien. Et maintenant, ça va très bien. Il y a quelque chose d'hypnotique dans ces œuvres. Enfin, aussi dans la sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris, qui est une œuvre, elle, pour le coup, totalement hypnotique, avec cette répétition obstinée du début à la fin. Mais c'est quand même des œuvres, on met votre disque et on est complètement envoûté. Enfin, ça, c'est aussi une caractéristique de l'ensemble Les Timbres. Il y a toujours dans les enregistrements de votre ensemble, puisque je parlais des rencontres que j'avais pu faire avec Julien Wolf, le claveciniste, notamment autour de Buxtehude ou de Couperin. Il y a, parfois dans certains enregistrements d'ensemble d'instruments d'époque, il y a une froideur. Et chez vous, il y a toujours une chaleur. Alors, je ne sais pas si c'est dû aussi à l'ingénieur du son, du travail avec l'ingénieur du son. Il y a toujours, on se sent... Ah oui, c'est sûr qu'on doit énormément à notre chère Aline Blondiot. Et puis dans le cas de ce disque, à notre ami Pao Marcos qui a réalisé la direction artistique, parce que c'est avec eux qu'on cherche un son gravé qui nous semble cohérent par rapport à ce qu'on a envie de transmettre. Et donc effectivement, on n'a pas du tout envie d'être dans une forme de distance, surtout dans une œuvre aussi théâtrale que la gamme. On a envie que ça exprime le plus de passion possible, vous voyez, comme un peu le brin dans ces portraits des passions. Mais alors, on disait il y a 45 sections, il y a des changements constants dans cette œuvre. Constants. Mais moi qui n'ai pas eu le bonheur de voir la partition, qu'est-ce qu'on voit sur la partition ? Comment c'est décrit toutes ces humeurs, tous ces changements ? Alors, il y a plusieurs choses qui l'architecture la partition. Donc, il y a, comme vous avez dit, les notes. Ut ou Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donc la montée, puis la descente, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc ça c'est la première chose, mais en fait c'est ce qu'on entend le moins, ces parties de notes, puisqu'on glisse de l'une à l'autre extrêmement discrètement finalement. Ce qu'on entend plus c'est les changements de caractère, et alors on va avoir vivement, louré, tendre, rondement, et puis aussi des changements de mesure, 3-4 c'est barré donc à 3 temps ou à 2 temps. Et puis également, évidemment, des changements d'armure, donc de tonalité. Oui, mais tous ces changements d'humeur, ça veut dire que vous devez avoir une proximité quand même avec la musique de Marin Marais, parce que quelqu'un qui vous dit comme ça un mot, il n'a pas la même signification que chez un autre compositeur. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on apprend à comprendre après avoir beaucoup vécu avec cette musique, et en particulier avec ce compositeur.
et qui n'est pas si facile à réaliser en fait à trois, parce que il faut que à nous trois, ça signifie un minimum la même chose pour qu'on parte dans la même direction. Oui, mais vous trois, vous avez quand même une caractéristique que n'ont pas tous les ensembles de musique baroque. C'est quasiment comme si vous étiez un quatuor à cordes. Vous jouez depuis tant d'années ensemble, qu'il y a quand même une proximité. C'est une idée du travail qu'on a voulu développer depuis toujours, d'essayer d'avoir des gestes qui soient communs et que chacun garde sa propre personnalité. D'ailleurs, je peux pas m'en empêcher, mais avoir pris comme nom les timbres, c'est quand même une trouvaille de génie. Merci. Je sais pas lequel des trois a eu cette idée ou un tiers, mais c'est tellement beau comme nom d'ensemble. Nous, on est très contents parce que ça fait référence à plein de choses, à la fois aux timbres musicaux évidemment, mais aussi aux timbres à la pièce de Couperin qui s'appelle les timbres, et puis aussi à l'époque, un timbre c'était un tube musical. Donc on trouve ce nom très beau. En tout cas, magnifiquement approprié et un nom qu'on retient avec bonheur. Alors après, dans ce disque, il y a cette sonate à la marésienne. Mm-hmm. Et alors, excusez cette question aussi, parce que marais, c'est M-A-R-A-I-S. Et là, c'est écrit M-A-R-E-S-I-E-2-N-E. Ça veut dire quelque chose ou c'est... Oui, c'est une sonate à la sauce marais. Ouais. Et l'orthographe à cette époque-là est beaucoup plus souple que de nos jours. Donc à la marésienne signifie à la façon de Marin Marais. Et nous, on aime bien le voir comme un autoportrait. Oui, magnifique autoportrait aussi affaibli. On va terminer avec cette fameuse sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont de Paris. Qui est comme une sorte de chaconne, on entend les cloches de Sainte-Geneviève. Avec un ostinato, oui. Oui, et c'est une œuvre aussi c'est un tour de une force. Folle virtuosité. Oui, c'est un tour de force parce que c'est la le pièce boléro dure... de Marin Marais. C'est exactement ça. Sur une durée de 8 minutes, la base est structurellement la même et elle est très courte puisqu'il s'agit de 3 notes qui passent en noir, donc rapidement. Et on s'ennuie absolument jamais. Non, mais c'est comme dans le boléro, quoi. Il y a quelque chose de fascinant dans ces œuvres. C'est quand même incroyable parce que les autres œuvres du disque sont merveilleuses, mais là on est dans un univers totalement différent. Et on sait pourquoi il en est arrivé à composer cette œuvre, Marin Marais. Je pense que c'est un souvenir de jeunesse, puisqu'il a vécu et grandi dans le quartier où était l'église Sainte-Geneviève. Vous le rappelez dans le texte qui accompagne le disque. Donc c'est peut-être pour cette raison-là. Après, c'est quelque chose qui est quand même récurrent dans le répertoire baroque, d'avoir des ostinatos qui font rentrer dans une espèce de quasi-trance ou hypnotisme. Et en tout cas, c'est une œuvre qui est fascinante à écouter. Et là, il vous laisse une liberté, parce qu'on a l'impression quand même que ça avance... sans coup férir et qu'il n'y a pas de variation de tempo. Non, il ne note pas de variation de tempo. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut les interpréter, mais nous, on a eu envie de rester dans quelque chose qui soit vraiment très cyclique, avec des petites modulations en fonction des deux modulations musicales justement qui sont dans l'œuvre. Et alors comment ça se passe quand vous travaillez sur un projet ? Parce que là, Myriam Rignol, pour ne rien cacher aux auditeurs, je vous ai retrouvé à la Cité de la Musique parce que vous répétez les leçons de ténèbres que vous allez interpréter très très bientôt avec un orchestre dirigé par William Christie. Donc vous jouez beaucoup dans des orchestres aussi, mais alors vous partagez entre les projets chambristes et puis votre travail au sein des orchestres. Oui, c'est la richesse de notre métier que je n'échangerai pour rien au monde, c'est que on passe de l'intimité totale d'un récital peut-être viol seul ou bien viol et luth au faste et à la grandeur d'un orchestre dans la Galerie des Glaces de Versailles. Oui, parce que vous le donnez à la Cité de la Musique, vous allez le donner à Versailles. Oui, exact. Aussi, donc c'est vraiment prédestiné. Et donc c'est Leçons de ténèbres de Charpentier qui est aussi une œuvre absolument fascinante. C'est une œuvre que vous avez beaucoup interprétée, Myriam Rignol. Oui, Charpentier est depuis très longtemps un tendre ami. Bah vous en avez beaucoup quand même, quand on voit tous ces génies qui vous entourent. Oui, c'est une chance. On parlait des suites de Bach que vous interprétez à la viole de gambe.
Et de tous ces musiciens et compositeurs que vous interprétez, Froberger, Couperin, Buxtehude, aujourd'hui Marin Marais, vous parliez de Forqueray. Vous, le matin, alors question aussi un peu bébête, vous vous levez, vous n'avez pas un impératif d'un concert que vous devez absolument travailler pour le soir, mais vous devez travailler, vous allez vers quoi qu'est-ce qui vous met en joie et en doigt? Je crois que Bach, c'est quand même une réponse évidente. Et puis après, mes grands amis compositeurs français, Forqueray, Marin Marais. Et je crois que ça dépend aussi des périodes où on va ou des périodes d'où on vient. Donc en ce moment par exemple j'ai un projet avec un trio de jazz, donc oui. J'écoute énormément de musique plus expérimentale que d'habitude et c'est très réjouissant. Oui, mais alors jouer avec un trio de jazz, parce que pour les musiciens classiques, c'est très difficile d'entrer dans cet univers qui est lui aussi très cadré. Oui, c'est possible que ça soit un peu moins difficile pour nous autres musiciens classiques, mais spécialisés dans la musique ancienne, qui a une part d'improvisation. Vous n'êtes pas comme un musicien classique ou romantique qui, lui, est l'œil rivé sur la partition sans liberté. Oui, mais c'est ce qu'on lui demande, donc Puis, ah oui, j'ai pas pensé à ça, effectivement. Un violiste est plus proche d'un ensemble de jazz que... En fait, c'est un peu plus facile. Et on a quand même un rapport au rythme qui est un peu différent. Et mes amis et collègues du trio de jazz me disent « Tu t'en sors bien, Myriam, ça va. Tu fais pas trop n'importe quoi avec la pulsation. » D'accord. C'est un trio piano, basse, batterie? Non, c'est un trio un peu étrange. C'est basse, saxophone et trombone. Ah oui, alors il y a un équilibre sonore aussi à trouver avec la viole de gambe. C'est eux qui vous l'ont proposé? Oui, parce qu'ils travaillent sur un projet qui est le Voyage de Magellan. Et dans ce cadre, ça fait une trentaine d'années qu'ils jouent ensemble, ils avaient envie d'inviter dans leur trio un instrument exotique, qui est la viole de gambe. Et donc vous participez à l'ensemble du projet Oui. Et d'une manière aussi qui est assez nouvelle pour moi, puisque leur manière de travailler, c'est pas principalement pas de revisiter des standards, mais plutôt d'écrire des pièces. Et donc je m'y suis mise aussi, avec du répertoire qui est plus proche de moi et des manières d'écrire qui sont plus proches de celles que je connais. Et donc on sent l'enrichissement mutuel de ce projet dans les deux directions. À la fois, c'est très riche pour moi d'approcher ce répertoire, mais je sens aussi que pour eux, il y a aussi un vrai apport. C'est pas à sens unique. Ah oui, non mais ce projet jazz viole de gambe, ça donne vraiment envie d'écouter. Myriam Rignol, il va y avoir un disque Il y aura un disque, oui, enregistré en septembre. Écoutez, j'espère que j'aurai le plaisir de vous réinviter à cette occasion. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que vous passez effectivement, comme vous dites, avec votre instrument. Alors là, c'est plus 5 siècles. Oui. Vous retrouvez au 21e siècle. Exactement. Avec la viole de gambe. Et juste pour en terminer, vous disiez que c'est un instrument qui vous a énormément séduit quand vous étiez petite pour des raisons à la fois d'amour de l'instrument, d'indépendance par rapport à l'itinéraire musical familial, une manière de vous singulariser. Oui. Et puis le répertoire aussi, parce que c'est quand même un répertoire... parfois, on ne sait pas quelle est la poule et l'œuf quand il y a des choix d'instruments comme celui-là. Oui, complètement. Surtout quand on choisit si jeune, comme c'est mon cas, à 6 ans. Oui, on n'a pas la culture du répertoire que vous aviez acquise après. Non, pas complètement. En tout cas, pas la culture analytique du répertoire. C'est très sensible, un choix comme ça, aussi jeune. En tout cas, nous, on est très heureux que vous ayez fait ce choix à 6 ans, Myriam Rignol. On aurait peut-être été tout aussi heureux si vous aviez fait le choix d'un autre instrument, mais en l'occurrence, c'est une viole de gambe que vous avez choisie quand vous l'interprétez, nous remplit de bonheur. Et ce disque, la gamme de Marin Marais et autres morceaux de symphonie pour le violon, la viole et le clavecin est absolument magnifique, paru pour le label Château de Versailles, donc une œuvre composée en 1723, puisqu'il est mort en 1725. Marin Marais. Vous êtes aux côtés de Yoko Kawakubo au violon et Julien Wolf au clavecin, votre ensemble Les Timbres. On attend avec impatience les autres projets. Là, vous avez parlé de jazz avec d'autres musiciens, parce que j'imagine que c'est pas eux qui vont prendre un saxophone. Non, c'est pas cette fois-ci. et se mettre à vos côtés, des musiciens de jazz. Et donc on attend avec impatience votre autre projet. À chaque fois, ça doit être quand même un questionnement important, parce que quand vous partez sur un projet, c'est pour des mois et des mois. Oui, c'est pour
et moi, comme je vous le disais avant qu'on commence à discuter au micro, on a enregistré en août passé les 6 trios de 1718 de Georg-Philipp Telemann cette fois-ci, ainsi que les 2 trios avec clavier obligé. Et c'est un projet qui nous suit déjà depuis une 8aine d'années. Donc c'était le moment de le graver, avec un gros travail sur l'ornementation des mouvements lents. Et puis de mon côté, j'ai enregistré l'intégrale de Forqueray avec Julien à la basse continue et mon petit frère qui est luthiste. Ah oui, quelle famille. Et Pao Marcos qui joue la viole. Eh bien écoutez, on attend tout ça et en attendant, on a ce disque sublime consacré à Marin Marais qui vient de paraître par l'ensemble Les Timbres. Myriam Riol, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Eh ben merci aussi. Pour illustrer cet entretien avec la violiste Myriam Rignol, je propose de l'écouter interpréter aux côtés des autres membres de l'ensemble Les Timbres, Yoko Kawakubo et Julien Wolfs, des extraits d'œuvres de Marin Marais, la sonate à la Marésienne et la sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres. Une bonne fin de soirée sur RCJ.